Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Guy Fargett. Origine et métamorphose du stalino-gauchisme. Première partie. Guy Fargett est un érudit autodidacte, comme en produisait le mouvement ouvrier jusqu'au siècle dernier. Très loin des chaires universitaires et des sunlights médiatiques. À travers divers bulletins diffusés depuis les années 1980, il a produit une œuvre à la fois capitale et méconnue. Diverse dans ses thèmes, mais toujours d'une exceptionnelle lucidité sur notre époque et son naufrage. Son livre, Crépuscule de l'Occident ou du XXe siècle, qui ramasse quelques-uns de ses textes les plus importants disponibles sur Internet, est en attente d'éventuels éditeurs. Mais cette voix, absolument inconnue du grand public, ne trouvera d'audience que dans la mesure où les peuples, sortant de leur léthargie, chercheront à se réapproprier leur destin. Nous l'interrogerons aujourd'hui sur ce qu'il appelle depuis 30 ans les stalino-gauchistes, héritiers des pires totalitarismes et militants acharnés des régressions historiques qui nous font basculer aujourd'hui dans de nouvelles barbaries. Guy Fargett, nous sommes ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour commencer? Alors, je suis quelqu'un qui finalement a toujours été en dehors des orthodoxies. À partir de 75, il y a encore un peu d'agitation, mais très affaibli sur Paris, par exemple, où je suis. Mais c'est la queue de comète de 68. Oui, c'est ça. Et en fait, à partir de 76, c'est vraiment le désert qui commence, pratiquement jusqu'en 86, 85-86. C'est un vide, même physiquement, on le ressent. Mais moi, je ne m'en rends pas compte, pas vraiment. Et je me dis, il y a des gens qui veulent faire des propositions pour un monde vraiment meilleur. Pourquoi pas? À 20 ans, il y a une fascination pour l'atmosphère millénariste. On se dit, ça faut voir. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est que je n'arrive pas à accepter aucun groupe. C'est-à-dire que je me dis, mais ils veulent nous proposer un monde qui va être extraordinaire, il faut s'y préparer. Et ils sont tout le temps, tous les groupes sont en train de se tirer dans les pattes, tout le temps. Vous parlez donc des milieux situationnistes, des milieux trotskistes, des anarchistes. Oui, tout à fait. Parce que l'époque maoïste est déjà passée, donc j'ai pas eu à faire le tri là-dedans. Et donc j'essaye. Souvent, je m'intéresse d'ailleurs plutôt à des scissions de groupes existants parce qu'ils ont l'air de vouloir rompre avec une orthodoxie. Et pour finir, à partir de 1980, je me mets en recul. Je me dis, on va continuer à travailler, à comprendre ce qu'on peut, mais il n'y a absolument rien. Et à partir de 83, je fais un bulletin qui s'appelle Les mauvais jours finiront, point de suspension, où il s'agit de donner des éléments précis, par exemple sur la Russie, ou sur ce qu'on peut faire, dans quel esprit, sur l'Italie, puisqu'il y a encore des choses qui se passent en Italie, et moi j'ai des contacts avec des Italiens qui sont très méfiants vis-à-vis de la lutte armée et qui disent pourquoi, etc. Et donc ça donne des possibilités d'exister un petit peu. Il n'y a pas une ligne politique, il y a une exploration, simplement. Et à partir de 85, ça tombe bien, c'est la question de la perestroïka qui surgit. Alors moi, j'étais bien préparé pour la question russe depuis longtemps, et j'avais même appris du russe, etc. Donc, je m'investis à fond sur le suivi de ce qui se passe en Russie. Alors il y avait même des publications russes à Paris qui donnaient des tas d'informations passionnantes, alors qu'ils étaient au départ d'une tendance politique un peu bizarre. C'était notamment la pensée russe, la Ruskaya Mysl. Eux, ils ont, à partir de 85, fin décembre 85, ils se soumettent intégralement à répercuter tout ce qui se passe là-bas, de toutes sortes.
les mouvements écologistes, les mouvements ouvriers, ils font tout. Donc on a les journalistes occidentaux lisent évidemment très peu le russe. Donc ces informations qui leur arrivent de semaine en semaine, c'est un hebdomadaire, ils suivent pas. Et donc on se retrouve dans une position, je me suis retrouvé dans une position où j'étais de plein pied, avec une information abondante et assez fiable, et qui permettait d'essayer de comprendre ce qui se passait, à condition bien sûr d'avoir lu un peu tout le débat sur la question russe et sur qu'est-ce qui se passe là-bas depuis 1917, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme, qu'est-ce que c'est que la bureaucratie, etc. Et donc, à partir de 93, j'arrête le bulletin parce que les situations se stabilisent bizarrement en Russie, et puis il n'y a plus beaucoup de perspectives d'action, sauf, étant donné que j'étais pas mal investi sur la Russie, il y a Tchernobyl, et donc je suis obligé de m'intéresser de près au nucléaire. Et de 90 à 94, je suis très actif en France dans un comité antinucléaire, le comité Stop Nos Champs. Donc ça fait... puis après, une fois qu'on a fait ce qu'on peut, on passe la main. On peut pas... il faut manger, quoi. On ne peut pas être toujours à fond, à mi-temps de travail. Et donc... voilà. Et puis, ce que je ne sais plus, étant donné qu'il n'y a pas de bilan de ce qui s'est passé en Russie entre 1917 et 1991, il n'y a pas de bilan. Et donc, je dis, mais ce qui est invraisemblable, c'est que là, on devait faire le tri. Quand, dans n'importe quelle discipline dite scientifique, on regarde ce qui s'est produit, on regarde le résultat, et on dit, voilà, les théories qui étaient bonnes ou qui n'étaient pas bonnes. Et là, pas du tout. Pas du tout, on passe à autre chose. Et c'est ce que j'ai décidé à partir de 97-98 d'arrêter. Enfin, le bulletin Les Mauvais Jours finiront était déjà interrompu, mais vous avez édité un nouveau bulletin qui s'appelle Le Crépuscule du XXe siècle. Oui, à partir de 96, je me dis, il faut quand même lancer sur 96, et ça, c'est vraiment plus actif en 97. Il faut faire une série de bilans, puisque personne ne veut le faire, on va essayer de commencer à le faire. Et donc... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ressemblera le XXIe siècle, etc. Alors, je peux dire que je n'ai pas été déçu. La surprise au XXIe siècle, c'est évidemment toute la question de l'islam qui surgit en 2001 de manière écrasante. Déjà, dans les discussions que j'avais pu avoir avec des milieux variés, encore marxisants, mais plutôt spontanéistes et économistes, il y avait moyen de discuter. Déjà, le livre sur le choc des civilisations de Huntington fait un choc. Moi, j'en fais un compte-rendu en disant c'est intéressant. Là, il y a quelque chose de très important qui est dit et qu'il faut essayer de comprendre. Et là, pratiquement, c'est la rupture immédiate, etc. C'est-à-dire que quand on cherche à faire un bilan, je vais donner par exemple un critère qui est très intéressant. Avant 14, on disait, dans le mouvement ouvrier, chez les sociodémocrates et même chez les anarchistes, les frontières entre les classes sont plus fortes que les frontières entre les nations. Si on fait un bilan, on dit, la réalité a montré le contraire. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais les frontières entre les nations étaient plus fortes. Et là surgit quelque chose qui est lié à un processus dont je vais parler juste après. Il surgit une chose, c'est que les frontières entre les civilisations, c'est pas prévu non plus par le marxisme, mais c'est beaucoup plus important que prévu. Et ça risque même d'être plus important que les nations. Et l'exemple type, et c'est pour ça que Huntington a fait son livre au départ, c'est la Yougoslavie. La Yougoslavie éclate selon des lignes de fracture qui ne sont pas nationales, mais qui sont communautaires religieuses, civilisationnelles. Et Huntington, ça l'a beaucoup marqué. Il s'est dit, là, il se passe quelque chose qui est imprévu. Et alors le processus qui est en cours aussi, et qui était pas qui est anticipé par un historien très connu, qui est Toynbee, c'est qu'on va vers le monde, il dit ça à la fin des années 40, le monde va vers une grande mêlée des peuples. Ça veut dire que là, alors non seulement il y a le problème de civilisation, mais en plus ils vont se mêler. Donc là, on est devant des problèmes qu'on n'a jamais vus. C'est une situation de nouveauté historique. De nouveauté historique, on peut dire une tempête parfaite qui commence. C'est inévitable. Et donc le crépuscule du XXe siècle, c'était pour dire les catégories du XXe siècle survivent,
mais elles ne servent plus à rien. Elles sont décalées par rapport à ces réalités qui arrivent et qui demandent des élaborations adaptées. Alors précisément, l'objectif de l'émission est de se focaliser, parce qu'il y aurait un très grand nombre de sujets qu'on pourrait aborder avec vous, sur ce que vous appelez le stalino-gauchisme, c'est-à-dire en réalité la passion de ne pas comprendre ce qui se passe, en quelque sorte. Je pourrais le formuler de cette manière-là, c'est-à-dire un milieu idéologique, politique, en partie religieux, on finira l'émission en abordant les dimensions religieuses, un milieu qui n'a pas du tout envie de tirer leçon de l'expérience russe, qui n'a pas du tout envie de tirer leçon du communisme, de tirer leçon du XXe siècle en réalité, et qui se maintient dans des illusions et qui cherche à maintenir les gens dans des illusions. Est-ce que c'est une définition a priori qui vous conviendrait pour une entrée en matière? C'est justement parce qu'il n'y a pas eu de bilan sur la question russe que ces gens-là peuvent exister. C'est-à-dire, tout ce qui est extraordinaire, et on pourrait parler des intellectuels progressistes des années 50-60, comment ils ne voyaient pas... Ils faisaient, décrit par Lefort. Décrit par Claude Lefort, et d'ailleurs je ferai une ou deux citations de Lefort parce que c'est extraordinaire, évidemment ce qu'il montre, et aujourd'hui encore, on le voit. Ces intellectuels progressistes ne voient pas l'éléphant au milieu du salon, comme on dit, c'est-à-dire le système totalitaire en Union soviétique. Ils sont tout le temps en train de faire des acrobaties pour expliquer que, bon, au fond, c'est de la faute de l'Occident. Alors, il y a un théoricien qui va même assez loin sous une forme très adoucie en apparence. C'est Marcuse, il écrit, c'est un des seuls de l'école de Francfort ou des héritiers de l'école de Francfort qui a écrit quelque chose sur la Russie, sur le régime soviétique. Et parce que tout le reste de l'école de Francfort a ignoré des années 30 jusqu'à la fin, ils n'ont jamais écrit quoi que ce soit sur ce qui se passait à l'Est, ce qui est quand même monstrueux quand on y réfléchit. Et Marcuse, lui, il a fait un livre qui s'appelle Le marxisme soviétique, qui a dû paraître vers 1958 ou 59. Et il explique que c'est parce que le prolétariat en Occident est intégré qu'il y a eu besoin d'une bureaucratie qui règne sur les ouvriers, mais que les choses s'améliorent et que de toute façon la bureaucratie n'a pas d'intérêt propre et qu'elle ne peut qu'aller en libéralisant toujours plus le régime. Et ce qui est hallucinant, parce qu'il s'est passé évidemment le contraire. Ouais, évidemment. Et il y a même tout le moment stratocratique identifié par Castoriadis qui pèse énormément et qui est une impasse également. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, ce qui se passe avec le régime de Poutine, c'est un stalino-tsarisme, explicitement. Il revendique Staline, il revendique le tsar. Alors, pour en rester à nos spécimens, à nous, de stalino-gauchisme, gauchiste, est-ce que vous pourriez, en entrant en matière, nous décrire un peu qui sont les gens qui aujourd'hui correspondraient à ce que vous appelez par ce terme-là, pour fixer un petit peu les idées? Donc, stalino-gauchisme, il faut bien comprendre, c'est pas un courant, c'est une espèce d'état d'atmosphère diffus. C'est une sorte de terreau sur lequel s'élèvent des idéologies et qui ont toujours les mêmes procédés et qui dérivent du marxisme-léninisme, en réalité. Et une fois qu'on a compris ça, on peut affronter les différentes variétés de wokisme, etc. Parce que quand on regarde leur histoire, ils en viennent. Alors d'abord, de qui on parle? Alors, de qui on parle? Alors, quels sont ces gens aujourd'hui? Par exemple, je pense à Mélenchon. Je pense que vous en faites. Mais alors, il y a les héritiers. Il y a les héritiers directs du marxisme-léninisme qui essayent de survivre et de s'adapter. Alors Mélenchon, c'est extraordinaire parce qu'il vient de la secte lambertiste. Il était le petit chef de la section de Besançon. Et d'ailleurs, un écologiste, un journaliste écologiste a écrit des souvenirs sur qui lui aussi était à Besançon, a écrit des souvenirs sur ce que faisait Mélenchon à l'époque. Le nom me reviendra plus tard. Mais Mélenchon, donc, c'est secte lambertiste. Alors, c'est des trotskistes qui théorisent la reprise des méthodes staliniennes. Il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, vis-à-vis des anarchistes et même vis-à-vis parfois d'autres trotskistes, ils utilisaient la baston.
c'est-à-dire squadrisme, soyons sérieux. Le chef du service d'ordre, d'ailleurs, qui est de ces hauts faits, est devenu un ponte du PS. Parce que ils ont fait, comme Trotsky avait dit en 1938, qu'il fallait s'infiltrer et noyauter la social-démocratie, quitte à en sortir avec du monde, et c'est exactement ce qu'a fait Mélenchon. Il y est rentré, il a eu un poste de secrétaire d'État, et puis il en est sorti en essayant d'emmener du monde, et puis il continue sur une ligne démagogique, mais il est obligé de s'adapter à la nouvelle réalité. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier n'est plus ce qu'il était, et pour de très bonnes raisons. Les ouvriers en ont marre de monter à l'assaut du ciel et de se faire hacher menu. Ils ont vu que leur sort avait pu s'améliorer, en tout cas pendant quelques décennies, remarquablement. Mais en fait, Bernstein n'avait pas tort à la fin du 19e siècle déjà de dire « Camarades, on a un problème. On parle de paupérisation absolue du prolétariat et le sort des ouvriers s'améliore là depuis des décennies. C'est embêtant ça. » Donc il avait été vomi par toute l'orthodoxie marxiste de l'époque, de la social-démocratie. Mais sa remarque était exacte. Et donc ce qu'avaient fait les pontes de la social-démocratie, donc Kautsky, c'est qu'ils avaient dit oui, bien sûr, mais c'est une aristocratie ouvrière et qui est achetée par les surprofits des colonies. Bon, je trouve que les surprofits des colonies, c'est extrêmement... il faut regarder cas par cas parce que c'est extrêmement douteux. Les colonies ont très souvent été déficitaires. Elles ont été déficitaires très souvent. Il y a quelques cas où ça n'était pas déficitaire globalement, mais où l'État colonial, en fait, payait tous les frais d'installation, un pays comme l'Algérie, par exemple, c'est un pays qui avait pratiquement pas tout à fait les meilleures installations en Afrique, les meilleures structures de services publics ou de travaux publics, mais presque. C'était le deuxième pays, quoi. Donc revenons-en à nos dire. spécimens. On a un Mélenchon. Mélenchon, lui, il a complètement basculé parce qu'il c'est un démagogue, il a aussi de l'instinct. Et où est-ce qu'il va trouver un public ? Et son public, c'est maintenant dans les banlieues islamisées. On pourrait dire la même chose de Edoui Plenel. Alors, Edoui Plenel, lui, oui, mais même lui, c'est un pied rouge. C'est-à-dire qu'il va servir le FLN. Et être viré, d'ailleurs, comme les autres pieds rouges, il va être viré avec perte et fracas. Une fois que les valets ont fini de servir, le FLN, il n'a rien à faire, il ne va pas les garder. Mais il va continuer toujours à donner des leçons et toujours en gardant la même posture, parce que c'est un marxiste-léniniste, même s'il a été à la Ligue et il n'y est plus. Mais ces gens-là, c'est comme une cristallisation passionnelle. Une fois qu'elle est faite, il s'en débarrasse pas. Et alors donc Plenel, Badiou, lui Badiou, bien sûr, bien sûr, qui estime que c'est très bien ce qu'a fait le grand timonier. Pourquoi le terme stalino-gauchiste ? Parce que là, si on dans ma tête, c'était les staliniens et les trotskistes et les maoïstes, etc., qui étaient appelés gauchistes. Parce qu'en réalité, c'est des branches d'un même tronc, tout simplement. Il faut bien voir que les trotskistes, ils ont été victimes des crimes staliniens, mais s'ils avaient pu liquider les staliniens, ils l'auraient fait. Et Trotsky faisait plus peur en Russie que Staline à l'époque où il était dans le pouvoir. C'est l'homme pratique du communisme de guerre. Ça a été absolument terrible, le communisme de guerre. C'est la guerre civile qui a été dirigée contre les paysans. Parce que le gros problème des bolcheviks, ça a été les paysans. Ça n'a pas été les armées d'anciens généraux du tsar qui, de toute façon, ne voulaient pas rétablir le tsar. Ils en avaient soupé de ce régime, ils n'en voulaient pas. Mais c'est le problème des paysans. Et qui a été terrible pour les bolcheviks, évidemment, puisqu'il y avait 90% de la population, au moins, en Russie, qui était paysanne. Et il y a eu des soulèvements paysans d'une ampleur colossale. Et c'est uniquement par des famines, et à l'occasion même par des gaz asphyxiants, que les révoltes paysannes ont été détruites.
Attends, on parle des années 22, 23, 24. Il y a encore des famines. Pour venir à aujourd'hui, on pourrait dire que le stalinisme a déteint en termes de réflexe de pensée, en termes d'autoritarisme intellectuel, sur tous les autres milieux, que ce soit les milieux libertaires, que ce soit les milieux situationnistes, que ce soit les milieux autonomes, etc. Oui. On est vraiment en face d'un magma, d'un milieu qui est en train de s'homogénéiser. Par exemple, c'est très frappant de voir que depuis 30 ans, ou peut-être plus, les milieux anards, libertaires, se sont marxisés au fil du temps. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des libertaires qui sont islamo-gauchistes, puisque dans cette famille des stalino-gauchistes dont vous parlez, on peut mettre assez facilement les islamo-gauchistes, les immigrationnistes d'une manière générale, on peut mettre les néo-féministes aussi, même si la filiation est peut-être moins évidente avec le féminisme. Alors oui, elle retrouve, c'est une sorte de convergence évolutive, elle retrouve en fait des réflexes totalitaires. Oui, parce que quand, en réalité, il est évident que le danger pour le sort des femmes vient de l'islam, massivement. Et toutes les femmes qui ne sont pas politisées le ressentent, instinctivement, mais il y a un tabou, là, il ne faut pas le dire. C'est extraordinaire. Donc là, quand on est devant cette situation, ce sont des procédés et des typiques de dire de ne pas voir, ne pas dire ou ne pas penser la chose. On a même donc des transsexuels qui se font tabasser par des musulmans et qui ne veulent pas porter plainte parce que ces pauvres musulmans, c'est des pauvres gens, etc. On se dit, mais ils ont perdu le réflexe de survie. L'instinct de survie, c'est pas possible. Mais ce que vous décrivez dans le terme de stalino-gauchisme, en fait, c'est ce qu'on décrit de plus en plus depuis 2-3 ans par le terme de woke, de wokisme, ou auparavant, pour prendre le terme de Jean-Pierre Le Goff, le gauchisme culturel. Et pourquoi est-ce que ces deux termes, vous ne les reprenez pas et vous tenez à... Alors, gauchisme culturel, moi, je l'ai souvent employé parce que on peut dire il y a le multiculturalisme aux États-Unis, le gauchisme culturel, mais ils ont fusionné. Et pourquoi parler de stalino-gauchisme ? Parce que tout de suite, on comprend qu'il y a les procédés redoutables qui sont à l'œuvre. Alors que le gauchisme culturel, au fond, on dit c'est des gauchistes, ils sont gentillets, ça peut être sympa, puis c'est culturel, donc c'est pas grave. Et en réalité, quand on voit la pratique, ce sont des procédés qui ont été éprouvés du côté de l'Est et de la Sibérie. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qu'étaient les intellectuels progressistes, dits progressistes, genre Sartre, qui avait si bien mouché Claude Lefort, quand on regarde comment ils s'y prenaient, on se dit, mais les méthodes n'ont pas changé. Ces gens-là n'ont jamais fait leur aggiornamento. D'ailleurs, la phrase « mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron », il faut oser quand même. C'est les yeux dans les yeux, je vous mens, je me suis trompé et je ne regrette rien. Alors là, on est devant un procédé qui est de type totalitaire, éventuellement. Enfin, il peut le devenir. C'est aussi la réplique qu'on a entendue à propos d'un très bon documentaire qui est passé il n'y a pas très longtemps, qu'on mettra en lien sur le site, à propos de Simon Leys, dénonciateur du maoïsme. Et les Mao, aujourd'hui, enfin les ex-Mao, les ex-néo-Mao, admettent qu'effectivement qu'ils se sont trompés. Mais bon, on passe à autre chose. Là aussi, il n'y a aucun bilan. C'est-à-dire que l'absence de bilan de l'URSS, qui est le point de départ en fait, de votre réflexion, qui est vraiment le nœud de votre effort intellectuel, on le retrouve systématiquement. Oui. Il n'y a pas de bilan du maoïsme non plus, il n'y a pas de bilan du marxisme, il n'y a pas de bilan du trotskisme, du marxisme, ni rien du tout. Il n'y a pas de bilan de manière générale dans le monde à gauche. Bon, à droite, c'est autre chose, mais il n'y a aucun bilan des expériences de communauté, notamment qui ont eu lieu dans les années 70, qui faisaient suite à d'autres décennies. Il n'y a aucun bilan de rien du tout. On ne fait jamais de bilan. C'est ce que Michel appelait le complexe d'Orphée. Si on se retourne, on devient une statue de sel. Il n'est pas possible de retourner sur ses pas. Oui. Et il faut partir en avant. C'est le mouvement permanent. Il faut toujours passer à autre chose. Voilà, c'est le mouvement. Il faut passer à autre chose. Et alors, et si on n'a plus les leviers, parce qu'au fond, ce qui est nouveau avec les woke, toutes les variétés, et qui commencent dès les années 50-60 aux États-Unis, ce qui est nouveau, c'est que, le mouvement ouvrier a trahi. Il s'est intégré. Donc le milieu ouvrier ne mérite plus aucune considération. Et là, on voit surgir une espèce de racisme social qui était refoulé et qui
revient avec une force décomplexée, on peut dire. Donc ça, c'est constant, et c'est le point qui va lier, par exemple, la continuité de l'école de Francfort avec l'entre-deux-guerres, Marcuse, le multiculturalisme américain, et puis SOS Racisme, par exemple. Le fond de SOS Racisme, c'est ça. Ce sont des gens qui ont considéré que la classe ouvrière n'avait pas été à la hauteur de la mission qui lui était impartie par des idéologues qui n'étaient pas ouvriers. Mais pas grave, ils n'ont pas été à la hauteur. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux races, on va s'intéresser à d'autres, on va essayer de construire, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas de sujet. Il n'y a rien d'équivalent à ce qu'était le mouvement ouvrier du 19e siècle. Donc il n'y a pas de sujet révolutionnaire, il n'y a pas de peuple. Donc il n'y a pas le messie collectif. Il n'y a pas le messie collectif que l'on peut venir cornaquer. C'est littéralement ça. Et donc, il faut l'inventer. Il faut l'inventer. Et alors Marcuse, lui, il est dans les années 50, il est décomplexé. Dans les années 50, Marcuse explique, 50-60 même, il explique qu'il faut que les élites des universités blanches fusionnent avec le lumpenprolétariat noir pour faire la révolution. Et alors, il y a des gens qui y croient et qui passent à l'acte. Mais alors, ça se passe pas bien parce que les élites blanches vont faire un groupe terroriste qui s'appelle les Weathermen Underground, qui a été, en France, on connaît mal, mais ça a été pire que les Brigades Rouges en Italie, enfin, pour les États-Unis. Et puis, il y a les Noirs, eux, les lumpen noirs, qui décident de passer au Panthère Noir. Et évidemment, à partir de là, le FBI, il dit, bon d'accord les petits gars, on part sur ce terrain-là, et donc il les dégomme très très vite. Et donc, ce qui se passe, c'est que Marcuse, à ce moment-là, va infléchir, notamment en rencontrant Rudi Dutschke, et il va dire, bon, ce qu'il faut, c'est arrêter l'affrontement direct comme ça, parce que ça on se fait avoir complètement, et il faut coloniser les institutions. Universitaire, la presse, l'art, de l'entrisme, et puis et en fait là il retrouve une des idées de Gramsci, qui lui aussi en fait devait affronter une question cruciale, c'est que le fascisme avait gagné politiquement en Italie et que la classe ouvrière n'avait pas été à la hauteur, apparemment. Et l'école de Francfort, donc l'Institut de recherche sociale avant 1939, c'est pareil. C'est une question, on change de terrain parce que, ils disent qu'il va falloir changer de terrain parce que le nazisme a gagné la bataille politique. Ils n'ont pas gagné militairement, ils ont gagné la bataille politique dans le pays. Donc, il faut trouver autre chose. Et c'est constant, je veux dire, à partir de là, il faut construire. Alors, il va y avoir la théorie. Alors, ils vont faire ce qu'ils appellent des théories critiques. Alors, ça, c'est le vocabulaire d'après 45. Les Marcuse et les gens de l'école de Francfort, ils vont faire des théories critiques. Donc, il y a la théorie critique de la race, il y a la théorie critique en fait, du sexe, c'est le genre, etc. Il y a la théorie critique de la pédagogie. Il y a Paulo Freire qui a beaucoup frappé là-dessus. Bref, tout ce qui s'appelle théorie critique, en réalité, était écrit dans les années 30 par l'école de Francfort, qui était donc l'Institut de recherche sociale, théorie marxiste. Ils étaient explicites. Et après 45, ils réécrivent rétroactivement donc leurs textes pour qu'ils soient plus présentables, et puis parce qu'il y a la guerre froide, etc. Puis, bon, ils ne savent plus trop comment faire. Mais donc, pour eux, c'était une sorte de marxisme culturel qu'ils voulaient faire, et qui est effectivement orienté vers l'idée de coloniser toutes les dimensions culturelles, et surtout la transmission. Et donc, alors après cela, il y a des élèves de Marcuse, dont Angela Davis, qui d'ailleurs était au Parti communiste stalinien et qui y est resté depuis, qui vont prospérer sur cette question. Et il y a notamment Derek Bell qui va être le plus farouche défenseur de ça, et où là, littéralement,
le racisme, enfin les États-Unis, c'est l'Allemagne nazie, au pire moment. C'est toujours au pire moment, là, c'est l'Allemagne nazie. Alors on trouve des arguments du genre les microagressions, on trouve des arguments, mais l'idée est la suivante, et ça a été formulé comme ça par Marcuse. Si on détruit dans l'esprit de la jeune génération la croyance dans les valeurs classiques, la soif de la jeunesse pour trouver des valeurs à laquelle s'identifier va nous permettre de les endoctriner. Ça a l'air stupide, mais c'est ce qui s'est passé dans les universités américaines. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est ce qui continue, bien sûr. Avec un regain extraordinaire. Oui, oui. Et alors, évidemment, c'est très compliqué parce que c'est multipolaire, cette affaire. C'est multipolaire. C'est-à-dire que ceux qui font de la théorie critique de la race s'intéressent pas forcément au genre. D'ailleurs, la théorie critique de la race défend une identité non fluide entre les noirs et les blancs. Il faut pas du tout il faut absolument choisir. Si quelqu'un est métis, il faut qu'il choisisse de quel côté il est, etc., etc. Mais comment dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Crenshaw qui va inventer l'idée de l'intersectionnalité. C'est de dire, bon, alors, de manière descriptive, c'est pas forcément idiot, c'est de dire, bon, une femme noire et homosexuelle et tout ça, elle cumule des avantages dans la société, ce qui n'est pas faux. Mais par contre, les marxistes impénitents, disons, qui n'osent plus balancer toujours leurs recettes éventées, ils se disent, bah, c'est simple, on va créer un manteau d'arlequin de toutes les populations malheureuses. Ça s'appelle l'intersectionnalité. C'est un manteau d'arlequin. On réunit tout ça. Au fond, il crée le sujet révolutionnaire et on y va. Oui, parce qu'au fond, le schéma est toujours le même depuis 1917. Il y a toujours un état de fait à détruire, que ce soit le capitalisme, là c'est devenu l'Occident et de plus en plus le mal blanc. Il y a un sujet révolutionnaire qui était ouvrier, qui a été ensuite les populations du tiers-monde, qui sont aujourd'hui les populations immigrées, ou les musulmans, les migrants, etc., les femmes. Il faut toujours un sujet révolutionnaire. Il y a un sens de l'histoire, c'est-à-dire il y a de toute façon un mouvement qui nous entraîne vers de plus en plus d'égalité, vers un paradis qui est absolument utopique. Donc, et on est passé de l'utopie du socialisme en URSS à aujourd'hui une sorte d'utopie qui est quasiment indicible, parce que le monde décrit par les hauts est inimaginable au sens le plus plat du terme. Et d'autant plus que les sections de l'intersectionnalité s'avèrent peu compatibles. Et oui, bien sûr, il y a des contradictions internes. Et les néo-féministes ont du mal avec l'islam, et surtout l'islamisme. Les trans ne supportent plus le néo-féminisme, etc., etc. Les juifs ne sont plus une minorité. Ah oui, ils ne sont plus une minorité, oui, apparemment. Ils sont désignés les asiatiques non plus. Là, il y a un tri qui est fait, qui est très stratégique. Mais il n'y a pas besoin d'être honnête ni rationnel dans cette affaire. Il suffit c'est une incantation. Mais bon, dans le cas des Juifs, il y a quelque chose qui se réactive et qui était présent dans le socialisme au début. Pierre Leroux et Proudhon, qui initient le catéchisme social qui va s'appeler socialisme, ils sont antisémites. Et l'antisémitisme a hanté les débuts du socialisme. Et il y a toujours eu une tendance qui pouvait ressurgir. Alors bien sûr, dans, je dirais, la deuxième génération du mouvement socialiste, il y a eu beaucoup d'intellectuels juifs qui l'ont rejoint. Donc ça a calmé un peu les envolées antisémites. Mais ça n'a jamais été très clair. En Russie, c'était très, très ambigu. C'est évidemment. Donc, il y avait notamment les procès de Moscou où beaucoup de... Comme par hasard, condamnés étaient, enfin, les procès étaient contre les grands dirigeants juifs d'origine. Et le complot des blouses blanches. Oui, alors ça c'est effectivement la logique du régime stalinien, où il va se mettre à flatter les préjugés antisémites. Alors il y a une raison à ça. D'abord, Staline était antisémite, mais ça ne se savait pas beaucoup. Il y a son secrétaire Bajanov qui fait des témoignages sur les années 20,
il était capable de se laisser aller en petit comité et il balançait des imbécilités antisémites. Mais bon, surtout ce qui se passe, c'est que dans la Seconde Guerre mondiale, Staline a été très frappé par la force et la réussite de la propagande nazie, disant le bolchevisme, ce sont des juifs. Et il s'est dit que l'antisémitisme était décidément un levier intéressant. Et ce qui se passe aux années 50, ce qui se prépare, c'est une énorme épuration à nouveau, comme il y avait eu en 36-38. Et donc là, ça va être l'anticosmopolitisme, et donc l'antisémitisme. Et le procès de Prague, de Skliansky, etc., a lieu, c'est surtout des juifs déjà, et c'est le procès préparatoire de ce qui devait être le procès des blouses blanches, qui devait commencer le 15 mars 53, et qui devait entraîner presque aussitôt la déportation de tous les juifs en Sibérie, avec des prévisions de 40% de pertes, enfin déjà, et sans compter les pogroms qui auraient surgi. Bon, par une chance extraordinaire pour les Juifs de Russie, enfin d'URSS, Staline est mort dans les premiers jours de mars 53. Il a eu, on ne sait pas bien comment, mais il a peut-être été aidé par les affidés qui lui avaient servi en 36-38 et qu'il voulait vider. Les Beria, Khrouchtchev, Malenkov, etc. Peut-être qu'ils se sont dit, ils voyaient où ça allait, et ils disaient, mais il va nous refaire ça. Et nous, cette fois-ci, on passe au hachoir. Donc, peut-être qu'ils l'ont aidé, peut-être pas. Il avait 75 ans et il avait un mode de vie pas très sain. Donc, peut-être que c'est simplement le hasard historique qui fait qu'il meurt en début 53. Mais et alors, pendant ça a eu des contre-coups, cette affaire en Russie. En URSS, mais en Russie particulièrement, c'est-à-dire que l'idée qu'il y avait des médecins juifs qui empoisonnaient leurs patients a laissé des traces monstrueuses en Russie. Et c'est pas un hasard si les juifs ont tout fait pour partir de Russie tout au long des années 60, 70, 80, etc. Ce qu'on appelait les refusniks. Comment expliquer plus globalement que le bilan du nazisme ait été fait et pas celui du stalinisme? Comment expliquer que c'est le gauchiste aujourd'hui et puis non sur rue, dans tous les médias? Oui, il y a une expression qui le décrit très bien. Il y a une hypermnésie sur le nazisme. Exactement. Et une amnésie sur le stalinisme. Exactement. Alors que ce qu'il faut bien... d'information. Normalement non. Mais c'est une information qui ne suscite pas les passions, apparemment, de ces gens-là, de ces gens qui veulent continuer dans l'erreur. Et surtout, je pense que il aurait fallu revenir sur des errements du passé. Par exemple, tous les intellectuels progressistes, il n'est pas question qu'ils admettent... il y a quelque chose de vicié dans leur vision, il y a quelque chose de totalement vicié, et pas question qu'ils fassent un jour un aggiornamento. Et là, je vais citer Claude Lefort, dans son texte « La méthode des intellectuels progressistes » de février 58, quand même. En rupture avec l'ordre bourgeois établi, celle-ci n'affiche des opinions communiste, que pour mieux se raccrocher à un ordre différent, où elle réintroduit, en les plaçant dans un signe positif, tous les caractères qu'elle dénonçait comme négatifs dans son propre milieu. D'un seul coup, les valeurs deviennent acceptables. Alors, il y a quelqu'un qui a fait récemment un petit texte, enfin, c'est peut-être 2022, mais sur Todd, Emmanuel Todd, il est gratiné. Emmanuel Todd, quand il parle de la Corée du Nord, c'est extraordinaire. C'est un stalinien qui n'a pas changé. Et là, et sur le Venezuela, etc. Mais Mélenchon sur le Venezuela, sur la Corée, j'aimerais savoir ce qu'il raconte. Parce que ils ont une forme de pensée complètement tronquée, en réalité. C'est-à-dire que les valeurs qu'ils prétendent défendre ne s'appliquent plus
quand il s'agit de s'en prendre au régime qu'ils ont décidé de soutenir. Ça, il y a 2 poids, 2 mesures. Oui. En permanence. L'Occident est critiquable à un point absolument incroyable, mais par contre, une fois qu'on a identifié peut-être pas le sujet révolutionnaire, mais en tout cas le domaine d'espoir. Oui, les progressistes. Oui, le domaine du progressisme, Qui que ce irait soit dans un le bon pays, sens. le Venezuela, Oui. ou l'islam, les musulmans du manière générale, ou les Oui. migrants, Oui. ou le tiers-monde, Oui, tout à etc. Là, d'un seul coup, on a une anesthésie. Oui. de- Et c'est une anesthésie volontaire, et pas par ignorance. C'est une anesthésie volontaire qui se considère comme vertueuse. On l'a vu avec Foucault à propos de l'Iran. Encore que sur l'Iran, on a raconté beaucoup de bêtises à propos de Foucault. Foucault, en fait, il a plutôt dit que la force de religion revenait. Ça ne veut pas dire qu'il soutenait très fort le régime. Je sais pas. Un peu plus loin que ça dans mes souvenirs. J'ai lu le livre de Birnbaum. Silence religieux. Oui, il est dans un livre. Lui, il était élève de Foucault et il dit que c'était pas. Enfin, on a tronqué. Les journalistes ont fait un raccourci, comme si Foucault avait été. Enfin, Foucault était de toute façon tiers-mondiste. Donc, sur le fond, c'était quand même merveilleux que le chat soit chassé. Et tant pis alors que la majorité de la population iranienne ne voulait pas Khomeini. Ils voulaient bien que Khomeini revienne, mais comme on dit, qu'il s'occupe à de ses histoires religieuses s'il voulait, mais pas qu'il fasse un régime totalitaire, parce que c'est ça qu'il a fait. Hein, et avec une milice, les Pasdaran, ça a été... Alors, ce qu'on fait le bilan justement des errements du stalino-gauchisme, c'est assez effarant. Quelles sont les méthodes, précisément, pour reprendre le titre de l'article de Claude Lefort, quelles sont les méthodes des intellectuels progressistes, quelles sont les méthodes des stalino-gauchistes? Par exemple, le 2 poids 2 mesures, effectivement, est systématique. Mais il y a un point crucial. C'est frappant. Il y a un point crucial, l'Occident est haïssable. Voilà, c'est ça, oui. Mais alors, leur grande particularité à ces anti-Occidents, à la différence de Poutine, à la différence de Xi Jinping, qui eux sont de l'extérieur et savent pourquoi ils sont contre l'Occident. Parce qu'ils sont éminemment occidentaux. Ils ont une méthode extraordinairement vicieuse, c'est défendre les libertés occidentales jusqu'à leur point d'implosion, de désintégration. Ça, c'est extra. Alors, ils sont tout le temps en train de dire, nous, on est pour la défense. Alors, les jeunes filles musulmanes, il faut leur laisser la liberté de porter le voile. Etc. Au nom du féminisme. Au nom du féminisme, bien sûr. Mais c'est un féminisme qui va faire son point d'implosion. Ça, c'est... Alors, les femmes dans les pays musulmans, qui entendent ça, elles sont folles. Hein, sans compter les Iraniennes, parce que les Iraniennes qui le disent à un point superlatif et qui prennent des risques énormes pour leur vie, les néo-féministes, regardent ailleurs. Ils ne sont pas trop... Ils sont embêtés, quoi. Ça rentre pas dans le schéma, donc ça compte pas. Et ça, c'est fondamental. Il faut détruire l'Occident, mais de l'intérieur. C'est un peu comme l'histoire de... Montrer qu'il est intenable, en fait. Montrer qu'il n'est pas viable. Non, qu'il ne doit pas être viable. C'est plutôt ça. Parce que il a drôlement résisté depuis des siècles. Et il a même fait face au XXe siècle et il a tenu plus longtemps que le régime soviétique. Alors, ça, c'est monstrueux pour un woke. Comment C'est impensable. C'est inacceptable. Et alors, il y a aussi un schéma mental qui est sous-jacent et qui est rarement explicité. C'est, de toute façon, le monde va vers une pente clairement définie qui doit être meilleure. Et surtout, à un moment donné... Il y a le sens de l'histoire. Il y a le sens de l'histoire quand même. Encore que, parfois, pour la doctrine de la théorie critique de la race, c'est l'apocalypse de toute façon, au bout du compte. On est dans le nazisme partout. On va vers un métissage généralisé. Alors ça, c'est ce que dit Mélenchon. C'est l'horizon, la créolisation, etc. Les Noirs du mouvement des Noirs, du mouvement de la théorie critique de la race, sont pas d'accord. Pas du tout. Ils veulent faire une sécession, même carrément. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, l'idée, c'est d'aller vers une situation qui serait comme un puits de potentiel historique. C'est-à-dire, on va enfin trouver le type de société qui bougera plus, qui sera magnifique et qui sera
permanente. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. C'est le communisme. C'est le communisme, bien sûr. Mais alors donc, tout ce que fait l'Occident en existant ne fait que retarder ce moment qui doit advenir. C'est un schéma mental religieux, quasi religieux, qui est sous-jacent, et c'est très rare qu'ils le disent ou qu'ils le laissent entendre clairement. Il y a un auteur stalinien en archéologie qui en parle. Comment, je ne vais pas me souvenir son nom sur le moment là, mais il le dit quasiment explicitement. C'est celui qui a écrit un livre sur le néolithique, une sorte de vulgarisation sur le néolithique, et il dit quasiment ça. C'est-à-dire qu'on sent que pour lui l'histoire doit aller vers un point stable. Vers plus d'histoire, en fait. Mais ça sera plus, il n'y aura plus d'histoire. Il n'y aura plus rien qui bougera. Ce sera le zéro absolu. Marx le disait comme ça avec le communisme. Tout à fait, bien sûr. Alors que même si une société devient meilleure, ça peut s'inverser. Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Guy Fargette, Origine et métamorphose du stalino-gauchisme. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.